Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre dans lequel nous allons parler des appliances V8, donc les appliances F de Netask, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Le plan de ce chapitre, donc on va voir rapidement toutes les appliances qu'il y a eu, donc le F25, F50, F200, F500, F800 et F2000, et on finira par une présentation de 10 minutes un peu plus sur l'interface V8. On va passer assez rapidement, c'est à peu près la seule fois où on verra cette interface là, à part dans le cours où on aura juste un VPN à monter et quelques règles à faire. Mais voilà, ça me paraissait important de vous présenter quand même cette interface parce que vous pouvez encore, même rarement, en rencontrer aujourd'hui. Donc on va commencer avec les deux premières appliances, donc le F25 à gauche et le F50 à droite. Petite anecdote assez rigolote, le F25 possède 5 ports Ethernet, alors que le F50, plus puissant, n'en possède que 3. Le F25 accepte jusqu'à 5000 connexions simultanées, alors que le F50, 15 000 connexions simultanées. Les deux ne gèrent pas le VPN SSL, à l'époque c'était pas très répandu. Nombre d'utilisateurs 10 pour le F25 et 50 pour le F5. Les deux n'ont bien sûr plus de support, arrêté en 2014, sachant que le F25 possède donc réellement deux ports en fait. Il y a 4 ports qui sont en mode switch, donc vous ne pouvez pas dissocier les uns des autres, ils fonctionnent vraiment comme un switch, et une interface out pour l'accès internet. Les deux gèrent par contre les VPN IPsec. Le F25 gère à peu près 50 tunnels IPsec, alors que le F50 en gère quasiment le double, c'est-à-dire à peu près une centaine. Notons que ces deux boîtiers-là sont faits soit pour des très petites structures, soit pour des succursales ou simplement des bureaux distants. On va voir qu'après, dès qu'on passe au-dessus, on est déjà sur du gros firewall. Donc passons à la gamme au-dessus, F200 et F500. Donc les deux déjà d'emblée sont rackables, un U. Le F200 possède 4 ports Ethernet, accepte jusqu'à 65 000 connexions simultanées, peut gérer 200 utilisateurs simultanés, a un disque dur interne de 40 Go pour les logs, et bien sûr n'a plus de support. Pour le F500, c'est 4 ports Ethernet, sachant que vous pouvez rajouter une petite carte, comme ça se fait sur les Switch aujourd'hui, pour rajouter 2 ports gigabit. A noter que tous les autres jusqu'à maintenant ne possèdent pas de gigabit, c'était seulement du 10-100 mégas. Le F500 accepte 200 000 connexions simultanées, peut gérer 450 utilisateurs, dispose également d'un disque dur interne de 40 Go. Les deux appliances gèrent également les VPN IPsec pour à peu près 1000 VPN ou tunnels simultanés. Et c'est à partir de là qu'on voit également apparaître tout ce qui est VPN SSL, donc qui est également géré par ces boîtiers. J'en ai pas parlé aussi, mais il existe une évolution du boîtier F50 qu'on a vu avant, qui s'appelle le F60. J'en parle pas ici, parce qu'une fois de plus, c'est des boîtiers que vous ne verrez quasiment plus. Mais voilà, sachez qu'il existe un F60, c'est quasiment la même chose que le F50. Les deux dernières appliances que je vais vous présenter là sont déjà bien plus costauds, F800 et F2000. Le F800 possède 6 ports Ethernet et 2 ports gigabit en option, accepte 400 000 connexions simultanées, a un nombre max d'utilisateurs de 750, 40 Go de disque dur, rackable 1U, je répète pas mais plus de support. Le F2000, vraiment de la très grosse machine, 24 ports Ethernet et dont 12 gigabits, 800 000 connexions simultanées, 2 disques durs en RAID de 73 Go, 4 U, donc vraiment de la grosse machine, réservée aux très grosses structures qui peuvent gérer un nombre incalculable d'utilisateurs. D'après la fiche technique de Netask, il n'est pas de limite en nombre d'utilisateurs. Par contre, 3700 VPN IPsec simultanés pour le F2000, alors que le F800, quant à lui, n'est capable d'en gérer que 4000.
Par contre, pour par exemple le F2000, on est à 24 ports Ethernet, c'est un maximum, c'est-à-dire que vous pouvez en avoir 12 gigabits parmi ces 24, vous pouvez très bien en avoir que 6, dans ce cas-là ça vous augmente le nombre de 10 d'interfaces 10-100, mais voilà, ce sera 24 000 au total. Le F2000 possède aussi 3 alimentations, donc c'est redondé, pas de souci pour ça. C'est d'ailleurs à partir de là qu'on voit apparaître les alimentations redondantes. Avant, il n'y en avait pas, par contre c'est toujours possible de les mettre en cluster. Je ne vous ai pas présenté toutes les appliances qui existaient, donc il y a le F60 comme je disais que j'ai pas présenté. Il y a aussi le F1200 qui est une évolution du F1000, et il y a encore au-dessus du F2000, ça va jusqu'à F5000, en passant par le F5000 et le F2500. Mais pour vous donner une petite idée, le F5500, donc le plus gros à l'époque, a des performances de 2 gigabits et demi, donc 2,5 gigabits de débit pour tout ce qui est IPS Firewall, donc tout ce qui est flux analysé, peut gérer jusqu'à 1 500 000 connexions et 15 000 VPN IPsec. Il existe également des datasheets pour toutes ces appliances. Je suis en train de voir avec Netas si je peux vous les mettre à disposition via la formation Stormshield. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, donc vous les aurez dans les documents annexes. Je vais quand même vous en présenter une rapidement, par exemple sur le F2000 qu'on est en train de voir. Donc voilà une datasheet. Sachez que ces datasheets existent pour toutes les appliances, que ce soit NetAsk ou Stormshield. Elles sont trouvables et en libre accès sur le site de Stormshield. Donc ça vous présente ici l'UTM, donc l'appliance en elle-même, la tête qu'elle a. Diverses informations commerciales. Donc voilà, il vous explique que c'est pour les grandes structures, etc. Du blabla commercial. Nous, techniques, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qu'il y a après. Donc les fonctionnalités réseau et filtrage, le système de prévention d'intrusion spécifique en NetAsk, l'ASQ, et divers autres points comme l'antivirus, l'anti-spam, l'authentification qui est gérée via cette appliance, les VPN, tout est listé ici. Donc c'est plutôt pas mal à lire. Il vous présente aussi une vue du dos. Donc là vous voyez que c'est simplement quasiment un ordinateur, un serveur, avec plusieurs alimentations ici, une carte mère ici, et on vient là plugger des cartes additionnelles pour rajouter des ports. Ensuite on passe vraiment sur la partie technique, dans laquelle j'ai tiré les informations que je vous ai présentées. Donc ici, les performances pures, hein, le débit du firewall en analyse, le débit AES, le nombre d'interfaces en 100 et en... le nombre de connexions simultanées, le nombre maximum de règles de filtrage. Alors si vous arrivez à atteindre ce maximum là, bravo. 16 384 règles, ça fait quand même beaucoup à gérer. Donc comme je disais, 3700 VPN IPsec. Il accepte les VPN IPsec avec client gateway, les tunnels SSL, et n'a pas de limite quant au nombre max d'utilisateurs. Comme on le disait également, 24 ports gigabits, enfin 24 ports au total, donc nombre max d'interface 24, nombre max de ports gigabits 12, ce qu'on disait également, des disques en RAID, etc. Toutes les informations sont là, il vous représente ici le boîtier. Donc voilà, ces datasheets là, je vais essayer de vous les mettre à disposition pour tous les boîtiers, donc NetAsk F, NetAsk U et les Stormshield. Donc maintenant que vous connaissez les appliances F, je vais vous présenter l'interface. Donc pour rappel, la gamme NetAsk F ne possède plus aucun support depuis 2014, on l'a dit et répété, mais il est encore fréquent d'en croiser dans certaines structures, comme c'est quand même une fin de support en 2014, ça ne fait que 2 ans, donc c'est assez fréquent d'en croiser. Hein. Des projets de migration sont à prévoir, comme je vous l'ai dit, hein, moi j'en fais encore aujourd'hui. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est les outils d'administration. Donc je vous en ai déjà montré une petite partie avec la connexion. Une rapide présentation de l'interface, donc on va plus détailler, je vais vous montrer les menus et comment faire. On va aussi configurer 2-3 choses comme le DHCP, on en a besoin pour notre site C, pour respecter le plan d'adressage qu'on a défini au départ. Et on va également faire une sauvegarde du boîtier, ce qui est très utile quand vous faites une migration en cas de problème ou autre. Voilà.
Donc nous voilà de retour sur notre client du site C, donc toujours en IP statique, je le rappelle. On va revoir ça ensemble. Donc voilà, on est toujours en 10.0.0.100, hein, en adresse IP statique. Il va falloir qu'on bascule cette adresse IP via DHCP, donc en modifiant les paramètres de notre NetAsk, qui je le rappelle pour le moment n'est pas du tout configuré, sur un plan d'adressage en 10.10.30.0, ça c'est l'adresse de 10.10.30.0, ça c'est l'adresse du réseau que nous avons attribué à notre client. Donc nous allons modifier notre NetAsk pour avoir ça. Vous allez peut-être pas tout saisir encore, notamment sur les notions réseau, parce qu'on verra ça vraiment dans la partie Storm Shield où je fais presque un chapitre détaillé sur ça, donc je vais aller très vite là, mais rassurez-vous, vous comprendrez tout un tout petit peu plus tard. Donc nous voici sur notre logiciel d'administration, donc admin tout en minuscule pour les logins mots de passe. Il me demande si je veux bien me connecter à mon firewall, je lui dis oui. Il va également m'informer que la licence est temporaire, donc ça c'est pas grave, on est sur une maquette, pas de souci. Donc ici on va aller dans notre partie réseau interface. Là on se retrouve avec un bridge, donc je vous détaille pas ce qu'est le bridge pour le moment, on verra plus tard. Tout ce qu'il faut c'est sortir donc notre interface sur laquelle notre path LAN est connectée. Donc ici il s'agit toujours de l'interface in. Les petites interfaces avec un bouclier sont les interfaces qui sont protégées par notre firewall. L'interface out étant celle qui est normalement diffusée sur internet, ou du moins présente sur internet, donc par défaut non protégée par notre NetAsk. Donc ici on va sortir notre interface du bridge, donc il suffit de la détacher. Pour ça, il nous demande ici de lui fixer une adresse IP. Donc on l'a définie dans le plan d'adressage du départ. Donc cette adresse c'est 10.10.30.1 et un masque en 3 fois 255. Une fois que j'ai cliqué sur OK, donc là il m'a bien sorti mon interface du bridge, elle est toujours protégée. Je peux lui modifier la couleur, ajouter une configuration DNS. Dans les paramètres, je vais avoir pas mal d'autres choses. Comme par exemple la valeur de MTU. Donc ça, une fois de plus, je l'expliquerai un peu plus tard. L'adresse qui lui est fixée, on peut très bien ajouter des adresses IP virtuelles. Définir du routage. Pour le moment, on n'a pas de passerelle par défaut définie nulle part. Donc ici, on ne peut rien modifier. L'adresse MAC, si on veut lui spécifier une adresse MAC. Et l'état. Donc il nous informe que la suppression ou la modification de son nom a un impact pour toutes les configurations suivantes. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur envoyer. Par contre, en cliquant sur envoyer, ça va directement modifier mon interface. Du coup, je vais perdre l'accès au boîtier. Je vais devoir modifier une fois de plus mon adresse IP pour me remettre en conformité avec le plan d'adressage que je viens de mettre. Ce qu'on va faire tout de suite. Pour ce qui est de la partie configuration avancée, on verra ça un petit peu plus tard, mais voilà, sachez qu'on peut simplement modifier le nombre de VLAN qu'il est possible d'avoir sur le boîtier. Donc j'envoie, et là il m'informe que certaines configurations doivent être réactivées ou modifiées car elles utilisent une interface qui a été supprimée, renommée ou modifiée. Donc pas de souci, on active la configuration réseau, et j'ai directement été déconnecté. Pas de souci, c'est pas grave. Je vais aller modifier une fois de plus mon interface sur mon client. Donc ici, on modifie, on est en 10.10.30. Je vais laisser le point 100 pour le moment. Hop, c'est modifié ici. Normalement, je devrais pouvoir pinguer le net. Mais bon, on va essayer de se connecter directement vu qu'on a fait toutes les modifs et qu'on pense que c'est bon. 10.10.30.1 admin.
On lance la connexion. Et nous voilà de nouveau connectés sur notre boîtier. En cas de déconnexion subite comme ça, pensez à bien vérifier que vous avez les droits Modify. S'il arrive que la précédente session ne soit pas complètement fermée, et dans ce cas-là, il y a un petit bouton pour demander les droits en modification sur le boîtier. Donc ici, on a bien nos interfaces qui ont été modifiées. On est bien connecté sur cette interface-là, qui est donc protégée. Au niveau donc de l'interface, ici on va avoir les différents objets qu'on peut définir, donc les objets machines, donc ça on y reviendra aussi un petit peu plus tard, les plages d'adresse réseau, les réseaux disponibles, etc. etc. L'interface on l'a vu, le routage, comme son nom l'indique, c'est pour ajouter une passerelle par défaut, donc là ce boîtier là n'en aura pas vu qu'il va utiliser le VPN. La prévention d'intrusion, c'est simplement pour bloquer certains types de ports, ou du moins de protocoles. C'est le cas par exemple pour VNC, c'est le cas aussi pour DNS où il fait de l'analyse active, etc., etc. Je détaille pas trop, hein. Si vous voulez plus utiliser la V8, ne vous gênez pas. Posez-moi aussi vos questions par mail, parce que bon, c'est pas le but de cette formation quand même, la V8 en tout cas. Quelque chose qui nous intéressera un petit peu plus par la suite, ça va être la partie politique, où ici on va voir les politiques de filtrage. Donc là par défaut, le boîtier est configuré sur block all. On peut très bien le passer en pass all, donc il laissera absolument tout passer. Pour le moment, on va laisser comme ça, on modifiera tout ça plus tard. Les règles de NAT, pour le moment, il n'y en a pas. Donc c'est vide. Il faudra qu'on les crée plus tard si on en a besoin. Mais tout ça, on le fera sur les boîtiers Stormshield. Vous verrez que le faire sur le boîtier V8, c'est pas les mêmes réflexes, mais ça reste la même logique. Donc vous arriverez très bien à vous en sortir une fois qu'on aura vu tout ça sur Stormshield. Ce qui va nous intéresser là, nous, dans un premier temps, c'est ici modifier notre service DHCP. Sauf que comme vous le voyez, pour modifier cette partie DHCP, elle est grisée ici, comme beaucoup d'autres choses. Pour ça, il faut faire une petite manipulation, que je vais vous montrer. Sur le site de Netask, en même temps que le téléchargement de la VM, vous pouvez également télécharger un fichier que je vais vous montrer de mise à jour. Juste ici. Ce fichier de mise à jour donc pour la V8 vous permet d'activer toutes les fonctionnalités qui ne le sont pas sur le boîtier. Donc retournons sur notre VM, le fichier que j'ai téléchargé au préalable et qui est ici. Voilà, activation kit, hein, son nom est plutôt clair. Donc il s'installe comme une mise à jour, donc il suffit de faire maintenance, mettre à jour le firmware. Donc là, il vous explique comment se passe la mise à jour. Sachez que c'est le même système pour mettre à jour le firmware pur de votre appliance. Donc en 1, on envoie le fichier de mise à jour. Ensuite, le firewall redémarre. Et en redémarrant, il installe la mise à jour. Et il vous informe que toutes les applications que vous utilisez pour vous connecter doivent être également à jour. Donc là, suivant, on sélectionne notre fichier de mise à jour sur le bureau. On ouvre, donc là il vous explique, hein, date de mise à jour, on a le droit jusque là. Pour ce type d'équipement, en version 8.1 nécessite la 8.1 ou la 8.2 et type firewall. Donc là c'est bon, suivant, terminé, le firewall, la mise à jour est envoyée, elle va être activée et votre firewall va redémarrer. Donc là on fait OK, le firewall redémarre, donc on va passer sur la partie firewall. Donc ici, il arrête ses services. Sachez que tout ça, vous pouvez le voir avec un câble console, tout simplement, connecté directement sur le boîtier. Et en PuTTY, vous pouvez très bien voir ce que je vois là à l'écran de ma VM. Donc ensuite, elle démarre. Comme on a de la chance, cette VM démarre quand même assez rapidement. Il suffit de moins d'une minute pour qu'elle ait complètement démarré. Ça vous permet aussi de voir s'il y a des erreurs. Là, il démarre les différents services.
Et nous voilà connectés. Enfin, nous voilà démarrés. Automatiquement, le client ici se reconnecte. Vu qu'il a détecté que le firewall était de nouveau présent, il nous demande si on veut bien se connecter. On confirme. Et nous voilà sur notre interface avec tous les modules d'actifs. Il est tout à fait possible de configurer ici. Donc là, vous avez la partie licence qui apparaît. Donc là, elle est valide pour... Elle expire dans 27 semaines. Et tous les services sont actifs. Donc tous les services ont une durée de 27 semaines et 2 jours. Dans cet écran, vous pouvez également modifier le nom du firewall. Alors ici, moi, je vais l'appeler FW pour Firewall Société C. Donc la date, on est bon. Ici, je peux très bien le passer en français. On envoie la mise à jour. Il doit une nouvelle fois redémarrer, donc pas de souci. On le laisse redémarrer. Nous voilà donc de nouveau connectés à notre boîtier. Donc ici, on voit bien qu'il a le nom qu'on lui a donné. Ça, c'était donc pour la partie purement graphique et visuelle. Également dans cet onglet, dans la partie sécurité, vous allez pouvoir modifier le mot de passe de l'administrateur. Donc ici on va pas le faire parce que on est sur un environnement de test. Vous pouvez également configurer la haute dispo. Sachez que c'est une option payante chez NetAsk. La configuration sécurisée est quelque chose d'assez dangereux pour moi. C'est-à-dire que vous devez plugger une clé USB sur le boîtier et il va copier son fichier de configuration dessus qui va être chiffré et il ne pourra démarrer qu'avec cette clé USB. Sans ça, pas de démarrage possible. Mais revenons-en à ce qui nous intéresse ici. Donc nous, ça va être notre DHCP. Donc là, beaucoup de choses à configurer. On peut très bien, donc, dans un premier temps, activer le DHCP. Ici, lui donner le nom de DNS. Donc ça va être Société C. .corp par exemple. On peut mettre mise à jour du DNS automatique, pour le moment on n'en a pas, donc pas d'intérêt à le mettre. Durée du bail par défaut, donc un jour par défaut, minimum un jour et maximum 7 jours. Si on envoie ça au firewall, hop, on lui envoie la configuration. Normalement pas de redémarrage pour la partie DHCP. On retourne dessus. Et on va pouvoir modifier maintenant que le DHCP est actif, la passerelle par défaut par exemple, tous ces paramètres là qu'on va voir rapidement. Mais on va commencer par le plus important, à savoir la plage d'adresse DHCP. Par défaut, il a un DHCP range qui existe, qui est donc en 10.0010, son adresse à lui jusqu'à 100. Donc nous on va ajouter une plage. Vous voyez, de base il vous met dans la base d'objets qu'on a vu au début, qui est ici. Et on va pouvoir créer une nouvelle plage d'adresse. Donc on va l'appeler DHCP Société C. IP inférieur, donc là on va lui mettre à partir de 10, 10, 30. Et on va commencer, mettons, à 10. C'est très bien. Notre serveur étant normalement en 200, on va lui laisser jusqu'à 10, 10, 30, 100. Description, c'est pas... Moi j'en mets pas forcément. Terminé, donc sinon elle apparaîtrait ici. Donc là, dans notre plage d'adresse, on a bien celle-là qui a été créée. Ok, elle apparaît bien ici. Celle-là, par défaut, on peut la supprimer parce qu'on ne s'en servira plus. Donc là, oui, pas de souci. La passerelle. Ici, on va pouvoir sélectionner une passerelle par défaut pour nos objets. Donc, dans les passerelles apparaissent la liste des interfaces disponibles. Donc, celle qui nous intéresse ici, c'est Firewall In, celle qu'on a configurée en 10.10.30.1. DNS, on n'a pas encore de serveur DNS, donc on laisse comme ça. Idem pour les serveurs Wins. Pas de serveur mail SMTP non plus, ni POP. Pas de serveur NTP. NTP, c'est les serveurs de temps qui permettent de synchroniser les horloges.
Idem pour les serveurs de news. Ça, service de call manager, on n'en a pas non plus. WPAD, on n'en a pas non plus. Donc ça a été défini, on est bon. Ici apparaîtra ensuite la liste des machines connectées. Et la passerelle, on a bien notre passerelle ici. Donc on envoie cette configuration là au firewall. Oui, pas de souci. Pas de redémarrage, hein, juste pour un firewall. On a quand même une alerte ici qui nous informe qu'on n'a pas de DNS. Normalement, si je passe mon client en DHCP, je devrais récupérer une adresse IP si tout va bien. Donc on va le faire immédiatement. Hop. On modifie pour être en DHCP. Et on va attendre un petit peu. Donc là, hop, il a été connecté. Nouveau recommandement, on s'en fiche. J'ai bien sûr été déconnecté vu que mon adresse IP a normalement été changée. Si on regarde dans les détails, j'ai bien la première adresse IP disponible, donc en 10, 10, 30, 10, ce qui correspond à l'adresse IP que le client devait avoir. Donc ça, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc j'ai été déconnecté, je vais me reconnecter. Parfait. Donc là, voilà, un exemple concret. Je n'ai pas les droits de modification parce qu'un autre utilisateur est déjà connecté avec ce droit. Et il me demande si je veux les récupérer. Donc là, oui, qui déconnecte l'autre session. Et ici, j'ai bien les droits de modification. Voilà pour cette partie de configuration rapide. On n'a pas encore touché aux règles ni rien du tout. Néanmoins, votre firewall est configuré. Donc là, ce qu'il faut faire, vu qu'on a quand même fait pas mal de choses, on a modifié le nom, on a activé le DHCP, on a vérifié que tout ça fonctionnait. Donc là, on va tout simplement faire une sauvegarde de cette configuration. Donc, pour faire une sauvegarde de cette configuration, on va aller dans Maintenance, Sauvegarde. Ici, on a le choix entre faire une sauvegarde complète ou simplement partielle. Moi, je fais de base toujours une sauvegarde complète. Ça ne coûte pas grand chose. Ici, moi je note toujours la date. Donc on est en juin le 29 2016. Je suis sur la société C. Et c'est une sauvegarde full. Un mot de passe, donc là je vous laisse mettre celui que vous voulez. Moi je mets admin, le même que pour la connexion. Suivant, il me dit que mon firewall va être sauvegardé. Je clique sur terminer. Et il me propose de l'enregistrer à un endroit. Donc là je vais la laisser sur le bureau. Et je mets le même nom. Donc on est toujours en juin. On est toujours le 29 2016. Je suis sur la société C. Et c'est une sauvegarde full. J'enregistre. Tout a été enregistré. Donc là voilà, votre firewall est configuré, vous avez rapidement vu à quoi ça ressemblait. C'est pas très joli, hein, mais bon, ça a le mérite de fonctionner très bien à l'époque. Donc voilà, on rentrera un petit peu plus dans la configuration des règles et des VPN tout au long de la formation. Là l'essentiel c'est que vous ayez une base de fonctionnement sur la V8. On va faire pareil sur la V9 un petit peu après. Et avec Storm Shield, on poussera jusqu'à la configuration complète du boîtier. Donc pour ce qui en est de ce chapitre, on a vu toutes les appliances de la gamme NetAsk F, et on a vu une présentation de l'ancienne interface, donc de l'interface V8, et des outils qui la composent. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite avec la gamme NetAsk U.